Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la série Art, Culture et Patrimoine. Aujourd'hui, je vous propose un retour dans le passé. Nous allons retourner dans les années 50. Les gens de mon âge vont sûrement se rappeler que c'était la période de la guerre froide, les États-Unis, l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie. Ils vont peut-être se souvenir également, en tout cas moi, un souvenir que j'ai, j'allais au primaire, à l'école Saint-Noël, et parfois on entendait une sirène qui avait été placée sur l'école. Évidemment, à cet âge-là, j'étais trop jeune pour comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi on avait installé ça là. Mais il y a 5 ans, j'ai découvert le mont Sainte-Marguerite. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai l'impression que très peu de gens vont dire « Oui, 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 je sais c'est où, je sais c'est quoi. » Bien, enfin, pour nous en parler, j'ai invité M. Jacques Lessard. Bonjour. Bonjour. Alors, le mont Sainte-Marguerite, c'est où, ça? C'est près de Saint-Sylvestre, le village de Saint-Sylvestre. Donc, à partir de Thetford Mines, c'est environ 40 minutes de route en direction de Québec. C'est entre Québec et Thetford Mines. C'est à 7 km du village de Saint-Sylvestre et c'est entouré par Saint-Séverin et puis près de Saint-Jacques-de-Lise et autour de ça. C'est la plus haute montagne, disons, à 150 km tout le tour. OK. C'est le mont Sainte-Marguerite. Mais on ne l'appelle pas comme ça maintenant. Non. On ne l'a pas débaptisé, mais c'est connu sous le nom de... C'est plus connu sous le nom de Mont Radar. Voilà. Parce que, justement, la vocation de l'endroit, étant donné l'altitude et de la façon que c'est dégagé autour, la RCAF, la Royal Canadian Air Force, associée avec les États-Unis, ont créé la NORAD, qu'on appelle, le North American Air Command Defense, et ils ont décidé de prendre comme possession de ces terres-là à cause de l'altitude et des possibilités de détection radar et de communication qu'il y avait là. Donc, les gens ont vu apparaître des boules, au début des boules sombres, et par la suite, comme blanches, qui ressemblaient à des balles de golf, vues de loin. Il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées par rapport à ça. Et là, ils ont appris que c'était des radars qu'il y avait là. OK, donc l'objectif, c'était justement d'avoir une ligne de radar partout au Canada pour détecter les avions russes qui potentiellement auraient pu venir bombarder. Exactement. C'était dans le cadre de la guerre froide, disons, un peu dans le presque au paroxysme de la crainte qui était alimentée et de la psychose même généralisée. Oui. Les gens avaient vraiment peur parce qu'ils avaient connu Hiroshima, ils avaient connu Nagasaki. Ils connaissaient la puissance du nucléaire et la façon que ça pouvait dévaster. Et en conséquence, se sont dit, bien, il ne faut pas que ça nous arrive. Et notre ennemi, depuis, c'est l'URSS du temps, communiste, versus les États-Unis. Et nous, étant entre les deux, bien, on devait être là comme gardiens. Et même très, très près de la Russie et de l'URSS à ce moment-là. Oui, c'est ça. Parce que quand même, le territoire du Canada s'étend assez limitrophe à ces deux pays-là, qui se regardent au bout de leur chaîne et qui ont envie de se manger un et l'autre. Et les tensions étaient très élevées durant cette période. Avant de revenir au radar à Saint-Sylvestre, il y en a eu combien d'installés au Canada? En réalité, ça, c'était une des bases de la ligne de protection sud du territoire du Canada, qui était en réalité le nord des États-Unis, qui devait être vérifié. Et il y avait 44 bases. Il y a eu, au fil du temps, 44 bases d'un océan à l'autre. OK, de Vancouver à l'Atlantique. Exactement. Et la base du mont Sainte-Marguerite, dans le temps, était la base numéro 29, qui est Saint-Sylvestre. OK. Et ça a commencé quand, là, ce projet-là?
J'ai dit qu'on était dans les années 50. Là. Oui, oui. En réalité, le début des travaux avec l'acceptation de... Parce que les gens ont d'abord reçu de l'information télévisée et via les journaux, où est-ce que, en réalité, il s'est fait un peu comme de la propagande de peur dans cette période-là. Et il leur était montré ce que c'était les dangers du nucléaire, et ainsi de suite. Fait que, là, ils se sont dit, il faut s'équiper pour pas que ça arrive. Et là, les budgets ont été débloqués par rapport à ça. Et à partir de 1952, il y a une compagnie qui a été engagée, qui est une multinationale, qui s'appelle O'Connell. Ils ont été engagés pour pouvoir fabriquer toutes les infrastructures, là, parce qu'il y avait des infrastructures. Il y a plein de tunnels, des tunnels souterrains, des usines d'épuration des eaux usées dans le temps, très modernes, les réseaux d'aqueducs. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux. Il y avait même le chemin à partir de la bouilloire à vapeur dans le temps, qui maintenant est une écurie. À partir de là, sur 2 kilomètres de chemin qui était asphalté, okay, il y avait des tuyaux et le chemin était chauffé par-dessous. Ah oui? Oui. Pour que ce soit accessible hiver en tout comme temps. été. Puis comme je connais la région plus maintenant parce que je suis là depuis quelques années, c'est un microclimat, là, et ça gèle très vite, et c'est glacé, comme vous connaissez. Ah, j'en sais de quoi, oui. C'est ça. Fait que c'était pour monter dans toutes les conditions possibles, parce que l'essentiel du travail se faisait en haut, là. Fait que donc, à partir de 52 à 54, il y a eu la construction, et y compris des bâtiments, et ensuite l'entretien de ces bâtiments-là. Il y avait des grosses bâtisses qui appelaient des H-huts, qui étaient des huttes en H. On voit bien sur les plans qu'on a retrouvés de vue aérienne. Et ces édifices-là servaient, il y avait des machinistes là-dedans, des tuyauteurs. Toute la maintenance, en réalité, de la place, l'entretien devait se faire dans ces bâtiments-là, préparer les équipements, et ainsi de suite. Est-ce que c'était des gens de la région de Saint-Sylvestre qui ont aidé à bâtir tout ça? Oui, la plupart, c'était des gens de la région. Ils ont pris d'abord les gens de la région, la main-d'œuvre qui était disponible là. Il y a eu souvent même jusqu'à 500-600 travailleurs. Il y en avait qui étaient spécialisés dans la charpente, d'autres spécialisés en tuyauterie, d'autres spécialisés en électricité. Et ils ont engagé beaucoup de personnes pour ce qui est du mortier, le ciment, parce qu'il y a du ciment. Oui. Et il y a de l'acier partout. Il y a des murs dans certains sous-sols qui peuvent avoir jusqu'à 3 pieds d'épais. Oh là là! Puis les techniques du temps, les Redemix n'existaient pas. Il s'est passé de l'huile à bras, là. Ils ont travaillé pour bâtir ça terriblement. Vous avez mentionné les infrastructures. Qu'est-ce qu'on retrouvait justement sur le site, là, au Mont-Radar? C'est à peu près l'équivalent d'un bon village, un gros village, mais avec la modernité d'une petite ville, finalement. Il y avait, à partir des soins de santé, il y avait un hôpital, il y avait un dentiste, il y avait un genre de ramancheur chiro dans le temps. Ouais. D'où vient l'expression bonhomme setteur, le bone settler. Là. Ah, OK. Parce que les gens criaient quand ils ramanchaient. Et il y avait les pompiers, station de pompiers, il y avait la police militaire, les MP qui étaient là. Il y avait une église séparée en deux, qui était comme 2 églises, une église catholique, une église protestante. D'accord. Dans le même bâtiment, mais séparés. Et ensuite de ça, il y avait, le gros système de bouilloire à vapeur. Il y avait l'usine d'épuration des eaux qui fonctionnait de façon très moderne même. C'était un système où est-ce que l'eau était reçue, où est-ce que des enzymes étaient injectées dans l'eau pour favoriser la décomposition, la séparation des solides des liquides, des bassins aussi racleurs de rétention. Ensuite, des gros systèmes d'agitateurs qui ressemblent à une fromagerie. Oui. Sauf que c'était pas vraiment du fromage qu'il y avait dedans. Et ensuite, une usine de filtration pour rejeter l'eau propre selon les critères d'environnement, même supérieurs, dans la rivière Filcar, qui à la suite, qui se rend jusqu'au fleuve, finalement. Ça ne polluait pas ça ne polluait l'environnement. Pas, c'est ça. Et il y avait des gros bâtiments, des warehouses, qu'ils appelaient des entrepôts. Il y avait un gros bâtiment qui était le baraquement des femmes, où est-ce que toutes les femmes célibataires qui travaillaient sur le site, et qui étaient majoritaires aussi,
C'était plus des travailleuses militaires qui travaillaient sur le site. On va y revenir là-dessus. C'est fort intéressant. Ouais. Et ces femmes-là avaient leur baraquement, leur emplacement à elles. Et c'était un gros, gros bâtiment. Et justement, sous ce bâtiment-là, il y a encore des sous-sols qui sont possibles d'expliquer la vocation de ces sous-sols-là aussi, qu'on fait durant les visites guidées. On va revenir aussi là-dessus. Et il y avait ensuite le gros édifice de service où est-ce qu'il y avait, que tout était, la nourriture était préparée, il y avait des congélateurs dans ça, il y avait même un bar avec une salle de pool rendu au 3e sous-sol, en dessous de ça. Et ensuite, il y avait le baraquement des hommes célibataires. Et ceux qui se joignaient finalement, parce qu'il y en a qui ont été là pendant 2 mois, d'autres jusqu'à 10 ans, parce que la base a été opérée 10 ans. Et il y en avait qui se sont mariés, ont rencontré leur femme là. Il y a eu des familles même. C'est bâti 65 maisons duplex de militaires, où est-ce qu'il y avait vraiment un quartier réservé à ces militaires-là, des gens qui travaillaient sur la base qui étaient mariés. Ils ont eu des enfants? Ils ont eu des enfants là aussi. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il devait y avoir au moins une école? Exactement. Il y en avait 2. Il y en avait 2. Il y avait 2 écoles, d'environ 350 élèves de capacité par école. Oui. Donc, jusqu'à 700 élèves possibles. Une école française, une école anglaise, j'imagine? Oui, il y avait le français et l'anglais, mais l'anglais était dominant. Et même que durant une certaine époque, c'était même obligatoire de parler littéralement que l'anglais sur la base. Oui, j'imagine à cause des communications, j'imagine que ces radars-là qui étaient un peu partout dans le Canada, ils devaient se communiquer entre eux, là. Oui, ils se communiquaient. Donc, tout était en anglais. Mais tout était en anglais, oui, c'est ça. OK. Ça. Ouais. Il y avait des loisirs aussi, j'imagine, des bâtiments pour le loisir. Vous avez mentionné la salle de pool, mais est-ce qu'il y avait autre chose? Il y avait un terrain de balle. Il y avait, pour les officiers, parce que c'était comme séparé en 2 sections. Il y a encore une clôture qui est au même endroit, mais à partir de cette clôture-là, en montant, c'était tout ce qui était haut gradé qui était là. Okay. Donc, c'est pas tout le monde qui pouvait aller là. Sinon, ceux qui montaient en haut en autobus et qui étaient autorisés parce qu'ils travaillaient dans les systèmes de détection en haut, eux pouvaient passer par là. Mais les messes des officiers étaient là, le quartier général était là. Okay. Et il y avait une place où est-ce qu'il y avait des terrains de tennis. Mais c'était juste les militaires haut gradés qui pouvaient jouer au tennis. Ah, d'accord. C'est ça. Puis de mémoire, je me souviens, il me semble qu'il y avait une piscine. Dans les dernières années, la dernière année d'opération, il y avait la piscine creusée, même une semi-olympique. Elle est encore là, c'est des vestiges qui restent parce qu'elle n'est pas vraiment solide. Ça l'a gelé, ça n'a pas été entretenu, mais c'était une belle grosse piscine. J'ai retrouvé une photo même où est-ce qu'on voit l'intérieur de la piscine avec des gens se baigner dedans. Je viens de la retrouver. J'ai cherché tellement de documents depuis des années. Et il y avait le bowling, oui. Il y avait des allées de quilles, là. Et il y avait le grand gymnase, qui est toujours là, le grand gymnase, sauf qu'il n'y a plus de plancher de bois franc dedans. Mais il y a encore le panier en haut, là. On va y revenir au panier, je garde ça en dernier. Le personnel, c'était tous du personnel militaire? Tout du personnel militaire, sauf qu'il y avait des non-militaires qui demeuraient aussi sur la base, qui avaient des roulottes à l'entrée. Ces roulottes-là étaient là justement parce qu'au lieu de voyager, et étant donné que bien souvent les conditions météo sont pas faciles dans ce coin-là, quand il neige, il neige. Et donc, c'était plus facile qu'ils restent sur place, qu'ils pouvaient être plus disponibles là. Et il y avait tout le confort. C'était des roulottes, mais bien isolées, chauffées, il y avait l'eau courante dans ça, il y avait tout. Fait que c'était les employés de O'Connell, finalement, qui vivaient sur la base, qui ont vécu sur la base assez longtemps. OK. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de femmes. Oui. 80 des employés militaires qui travaillaient là étaient des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes avaient moins de difficultés à faire les travaux qui leur étaient demandés, qui étaient souvent des jobs routinières, et ils devaient se concentrer sur des petits détails avec lesquels les hommes ont un petit peu de difficulté. Okay. Et là, on ne parle pas de lavage de vaisselle, le repassage, puis de faire à manger, puis nettoyer la maison. Là. Non. OK? Non. Pouvez-vous nous dire un petit mot là-dessus? Quel était leur travail? C'était du travail technique, d'observation, et exemple, la chose qui était la plus frappante, les femmes sont, moi je dis sans blague souvent, sont habituées devant un miroir. Les hommes, un peu moins. Bel exemple. Oui. Et les femmes, s'ils ont à se maquiller ou ce sourcil-là, ils ne se tromperont pas de bord. Nous, on risque de se tromper dans un miroir.
Fait que les femmes devaient mettre des chiffres dans des panneaux indicateurs avec des fentes dedans. Ils devaient les mettre de l'intérieur vers l'extérieur. Ils devaient écrire à l'envers en les mettant dans le panneau pour qu'ils soient lus dans le bon sens par les officiers qui observaient les panneaux. Donc, ils devaient écrire comme dans un miroir, qui était l'identification des avions et les plans de vol et ainsi de suite, et s'ils étaient en communication. Et s'ils ne l'étaient pas, il y avait un X comme quoi qui était non identifié, qui ne répondait pas aux signaux radio ou peu importe. Et les femmes étaient meilleures pour faire ça à l'envers que les hommes. OK. Et ça se passait dans le bâtiment dont on n'a pas encore parlé, le bunker. Le bunker, oui. Quelques mots sur le bunker. Oui. Le bunker, c'est assez évident. Première des choses, il est vu de très loin. Exemple, si on est à Québec, puis on est dans la cour du Loise-Concorde, on voit actuellement le bunker au-dessus de la montagne. Oui. Il est très reconnaissable. C'est un bâtiment qui a environ 150 pieds par 160 de diamètre. Il y a encore un hexagone au bout qui était un des radars principaux Doppler qui était là. Un gros hexagone en ciment. C'est un carré avec un hexagone à côté. Quand on passe en avion, c'est bien visible. Et les murs ont environ 14 pouces d'épais et il y a de la tige d'acier dans les murs d'environ 3/4 de pouce. Il y en a à tous les 6 pouces. OK. C'était fait pour résister. En cas d'attaque nucléaire, d'attaque nucléaire, les premières surfaces, premier étage, deuxième étage et le rez-de-chaussée n'auraient pas résisté à une attaque nucléaire. D'où la nécessité de faire des caches nucléaires dans les sous-sols. Et ça, c'est une autre partie. À l'extérieur, il était quand même en relative sécurité pour un bombardement conventionnel en cas de mort. Et au premier étage, c'est là que se retrouvaient justement les femmes dont vous parliez? Là, oui, c'est là que les systèmes de... Il y avait des opératrices radars et des opérateurs radars, des opératrices radars qu'on appelle des Doppler et des RX et TX, récepteurs-transmetteurs, puis qui faisaient la triangulation. Ça, c'était plus des hommes qui faisaient ça. OK. Et il y avait des tables de positionnement. Bref, en anglais, les gens appelaient ça un plotting floor ou un plotting table. C'était des tables inclinées qui représentaient, ces 3 tables-là, la carte géographique de la région divisée en 3 tables. OK. Et c'était comme des jeux de battleship ou de toucher-couler. Les femmes déplaçaient en temps réel, parce qu'ils étaient en communication avec un écouteur et un microphone, avec une opératrice radar, et elle disait, mettons, Bernadette disait à Marie, ton avion, tel numéro, telle identification, est rendu à tel emplacement sur la carte, sur la map. Et elle disait, OK, parfait, merci. Elle la prenait et elle la déplaçait. Ce qui permettait aux officiers qui étaient au 3e étage, avec des vitrines inclinées à 45 degrés, de voir les tables inclinées visuellement. D'un seul coup, ils pouvaient savoir en temps réel le trafic aérien. Et les femmes qui plaçaient les numéros? Eux autres qui étaient dans les panneaux en arrière. Ils faisaient la job de digital humain un peu enfermé dans les panneaux en arrière. OK. Le temps passe rapidement. La montagne a été achetée il y a quelques années par M. Richard Saint-Laurent. Très rapidement, là, qu'est-ce qu'on retrouve? Je sais qu'il y a un terrain de camping. Il y a du camping sur On a 2 lacs. On a un lac qui sert pour la baignade. L'autre, ils peuvent faire du canot dessus. On peut faire du camping tout le tour de ces 2 lacs-là. Le terrain est un peu comme un terrain de golf. C'est super entretenu. C'est du gazon partout. Il y a des emplacements de camping. Il peut en avoir jusqu'à 1500 même. À l'entrée, il est en train de se faire un camping 3 services. Les terrains sont déjà préparés. On a du camping sauvage aussi. Et on a des sentiers pédestres. On a 10 km de sentiers pédestres en plein bois qui sont tellement beaux. Vous avez de l'hébergement également? Et des chalets, oui. Actuellement, on a comme 4 chalets de disponibles à partir d'un groupe de jusqu'à 6 personnes, qui est un nouveau chalet qui vient d'être monté, qui est très beau, très chic. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Oui, celui-là s'appelle le Caporal. Et il y a le NORAD et il y a le Général. Et le général peut se séparer en 2. On peut avoir un groupe de 10-12 sur un côté, 10-12 sur l'autre, ou on ouvre à grandeur et des scouts, exemple, des parties de famille, des compagnies viennent justement là et là font les activités aussi. Donc, oui. J'y arrivais justement. Je sais qu'il y a quelques années, il y a eu très souvent des raves
dans le bunker. Ouais. Presque à chaque année, il y a les militaires de Valcartier aussi viennent, je vais dire, s'entraîner au Mont-Radar. Mais vous offrez aussi l'été, on va parler des activités ensuite d'été, ensuite activités d'hiver. Il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent se faire, là. Oui, absolument. Les parties rave comme telles, on a accepté d'en faire un le 4 mai, il y a 2 ans. C'est pas l'orientation qu'on veut de la place, mais ça a été renommé, c'est ce que les gens se souviennent, parce que c'est un gros bâtiment tout en ciment. Tout à fait. Et le son est assez spécial dans ça, mais on ne veut pas mettre l'emphase sur ça parce que c'est trop de gestion, c'est lourd à gérer. On veut pas. C'est plus du côté familial, nous, qu'on veut développer, qu'on a développé d'ailleurs, c'est très bien parti aussi. Même que c'est bien établi. En réalité, on double notre clientèle à chaque année. Là. Okay. On va avoir eu presque 50 000 visiteurs cette année. Ah, mon Dieu! Oui, et ça double tout le temps. Donc, ce qui est le plus... L'été, c'est vraiment le camping. Il y a même du camping possible en haut bunker, même avec des motorisés. Et il y en a qui viennent avec des chevaux aussi. Ils font du camping avec leurs chevaux. Ils font comme du portage. On a un sentier qu'on ouvre, qui n'est pas ouvert normalement, qui va jusqu'à Saint-Séverin, où est-ce qu'il y avait un ancien barrage d'eau électrique. Donc, les cavaliers vont là. Ils aiment ça, comme des petits fous. Ils dorment entre les épinettes avec leurs chevaux. Et c'est ça, on a 14 millions de pieds carrés de montagne, finalement. Fait que c'est pas la place qui manque pour tout. Vous avez mentionné les randonnées pédestres. Il y a le vélo de montagne également qui peut être pratiqué l'été. Exactement. Vous me disiez aussi qu'il y a beaucoup de baby boomers qui font des rassemblements. À un moment donné, puis il y a eu, je ne me souviens pas comment on appelle ça, là, un paquet de Volkswagen ou de motorisés qui sont venus en même temps. On appelle ça un bug out. Bug out? Ouais, sortir les bébites, sortir les insectes. C'est comme des petites coccinelles, mettons, finalement, parce que c'est des amateurs de Volkswagen qui font des réunions parce qu'on a la place pour le faire en masse. Et ils aiment la place parce qu'on les amène des tubs à feu, puis ainsi de suite. Puis ils se retrouvent en vieux chums, puis il y en a qui ont des Westphalia, puis ils sont encore avec leur madame, et puis ils se connaissent depuis 30, 40 ans. Et eux autres, ils ont aimé la vie de bohème, et là, maintenant, ils sont retraités, puis ils recommencent leur vie de bohème. Fait que là, ils viennent là, ils se réunissent entre amis, ils se rappellent des bons souvenirs. C'est surtout, c'est très appréciable. Même pour nous, on aime ça, ce clientèle-là. Ils sont le fun. Maintenant, là, on est en hiver. Qu'est-ce qu'on peut faire au Mont-Radar? Je pense qu'on en fait un peu plus, même l'hiver, que l'été. Ah oui? C'est vrai? Oui. Nos sentiers pédestres deviennent des sentiers de raquettes. Oui. Ils sont de toute beauté, les sentiers. Ça fait comme des... Étant donné que souvent, c'est chargé de neige, bien, c'est des tunnels presque qu'on passe. Les lièvres courent en avant de nous autres. C'est vraiment beau. La place pour la neige folle. Les gens nous disent ils n'ont jamais vu des beaux sentiers de même pour marcher en raquette. Et les 4 sentiers vont au bunker, et on peut revenir par ces 4 sentiers-là aussi. Mais là, ce qui est vraiment... qui est recherché le plus, c'est la luge autrichienne. Et là, on a commencé l'année passée à faire ça, puis je pense que c'est très gagnant. C'est vrai? Oui, parce que là, on est rendu au-delà de 45 luges d'acheter, et on remonte les gens. On a fait l'acquisition d'un autobus d'écoliers, parfaite condition, mais on l'a peinturé du style militaire pour pouvoir mettre les gens dans l'ambiance. On a changé les bancs de côté. En réalité, ils sont assis vis-à-vis des fenêtres. Fait que il peut s'asseoir 40 personnes dedans avec leur luge en avant d'eux autres. Il y en a des chaînes sur l'autobus. Et on remonte parce qu'on a 2 pistes aussi maintenant. On a ouvert une deuxième piste de luge. Mais la première piste, c'est le chemin qu'on sépare en 2. Donc, c'est le chemin qui contourne un peu la montagne, mais qui a quand même une bonne pente. À certains endroits, il y en a au moins 2 qu'on prend de la vitesse. Mais c'est en même temps que on peut aller chercher de la vitesse, on contrôle. C'est ça qui est le fun de la luge autrichienne, c'est qu'on peut ralentir comme on veut. C'est facile à tourner un coup qu'on a compris comment un peu balancer notre poids. Fait qu'on a, à partir des enfants de 10 ans, à aller même un monsieur de 89 ans qui a fait 3 descentes. Et puis... il n'y a pas personne qui est là pour se blesser. Là. Ils ont des casques. Tout le monde est là pour avoir du fun, puis il y en a. J'imagine moi, j'arrive là, j'en ai jamais fait. Est-ce qu'on m'explique un peu comment ça fonctionne? Oui. C'est essentiel. On donne un petit cours de base. La première chose à savoir, c'est comment freiner. Parce qu'on descend. Mais c'est ça. On explique. Puis les gens, tout le monde s'assoit sur leur luge. On mime la même chose. On dit, regardez, si vous voulez tourner par là, vous faites ça. Vous voulez tourner par là, vous faites ça. Freinez comme ça. Et on a des gens dans la piste en 4 étapes différentes pour s'assurer de la sécurité. Et les casques sont obligatoires. C'est comment long, là, cette piste-là? 2,3 km. Ouh! Oui. Ça part du bunker et ça glisse jusqu'en bas au lac.
OK. Et il y a quelqu'un... Presque à l'entrée. Oui, il y a quelqu'un pour les recevoir au lac aussi, puis s'assurer que tout le monde suit les consignes de sécurité. Mais tout le monde arrive là, en bas, les joues rouges, en criant. Ils s'amusent comme des petits fous. Ils retombent en enfance. Quand oui, j'imagine, oui. Et je comprends pourquoi il y a un autobus pour les remonter, parce que faire 2,3 km à pied, c'est ça. Il y aurait moins de personnes qui iraient. Ça serait pas facile. Quand on a commencé, on avait une carriole qu'on se sert pour les visites guidées l'été. Jusqu'à 24 personnes qu'on pouvait embarquer. Mais là, avec l'autobus, ils sont beaucoup plus confortables. Ils sont à la chaleur. Ils ont le temps de se réchauffer en remontant. Alors, je termine avec les visites guidées. Moi, j'encourage les gens à faire la visite l'été. Moi, je l'ai fait au moins 3 ou 4 fois. J'apprends des choses à chaque fois. C'est Jacques, justement, qui est là pour nous donner toute l'explication. On fait le tour du site. Il y a des présentations audiovisuelles aussi, des documents audiovisuels dans le temps, dans les années 50, n'est-ce pas? Alors, particulièrement nos jeunes. Je pense que les écoles dans la région auraient intérêt à aller faire une visite là-bas, au Mont-Radar, pour apprendre. C'est de l'histoire locale. L'été, on est à 35-40 minutes, là. Ça se fait bien en auto et ça se fait très bien aussi en autobus. Puis ça coûte pas cher. Les directions d'école, là, ça coûte pas cher, tout ça. Alors, durant toute l'année, vous pouvez aller visiter le Mont-Radar. Le coût d'entrée, c'est... Par adulte, c'est 5,75 taxes incluses ou 3,25 par enfant. Et ça donne accès à tout le site. Oui. Mais c'est sûr, lorsqu'il y a une activité spéciale comme la luge autrichienne, là, il y a un coût. Ça, vous verrez ça. Et évidemment, les coordonnées du Mont-Radar vont apparaître à l'écran. Rapidement, c'est le www... domaine-du-radar.com. Et le numéro de téléphone? C'est le 418-596-1292. Et concernant la luge, c'est important de réserver. Oui, parce qu'on est toujours... on a toujours de la place pour tout le monde, mais il faut planifier d'avance. OK. Ouais. Jacques, je te remercie d'avoir pris du temps pour venir nous informer sur le Mont-Radar. Et je vous dis au revoir et peut-être à bientôt.